Roue chromatique, oh ma belle roue chromatique. Dis-moi quelle est la plus belle des harmonies. Non? Qui ne tente rien à rien, hein? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour parler de la roue chromatique et de la théorie des couleurs. Alors ces théories, c'est pas quelque chose de récent puisque les artistes en tout genre s'en servent depuis des siècles et des siècles. Et le premier même à avoir créé la roue chromatique, c'était Sir Isaac Newton. Aïe! Oh, c'est pas possible ça! Revenons à nos moutons. Même si la couleur est présente depuis la nuit des temps et qu'elle existe depuis la création de l'univers, va-t-on dire, l'homme il est vraiment incapable de maîtriser ses pigments et de créer des teintes, des peintures et des couleurs pour représenter le monde que depuis à peu près 40 000 ans. Donc si ça c'est assez récent, la théorie des couleurs, elle, est encore plus récente, même si au final, par rapport à aujourd'hui, nous on a l'impression que ça fait des éons. C'est une théorie qui avance qu'en fait, les couleurs s'agencent entre elles, mais pas de n'importe quelle manière, qu'il va y avoir des harmonies plus ou moins douces à l'œil, des contrastes plus importants en mariant certaines teintes entre elles. Donc pour ceci, on va se servir d'un cercle chromatique. Bon, vous voyez, celui-là, il m'a vraiment pas coûté grand-chose, hein. Je l'ai fait moi-même à la maison, j'ai imprimé une image que j'ai trouvée sur internet, collée sur un bout de carton, et ça fait parfaitement l'affaire. Alors, avant de se servir de ce cercle chromatique, on va définir quelques petites choses. Donc déjà, il existe plusieurs types de couleurs. On a déjà les couleurs primaires, qui sont les 3 couleurs de base, dira-t-on, qui ne sont, elles, obtenues par aucun mélange. Donc, qui sont donc le jaune, le cyan et le magenta. Il y a ensuite les couleurs secondaires, portent bien leur nom. Ce sont des couleurs qui sont obtenues par le mélange des couleurs primaires précédentes. Donc, on va donc avoir le vert, le orange et le violet. Ensuite, on a ce qu'on appelle les couleurs tertiaires, qui sont, elles, obtenues par le mélange de la couleur primaire et d'une couleur secondaire. Donc on va voir les bleus verts, les jaunes orangés, les rouges violets, les bleus violets, etc., etc., etc. On a aussi une palette de couleurs qu'on appelle achromatiques, qui sont donc le blanc, le noir et le gris. On entend aussi beaucoup parler de tout ce qui est couleur chaude, couleur froide et couleur neutre. Les premières, ce sont des teintes que notre cerveau traduit comme étant une couleur chaude, c'est-à-dire les jaunes, les rouges, les orangés. Quant aux couleurs froides, ça sera plutôt les verts, les violets qui tirent vers le bleu et les bleus. Et pour nos couleurs neutres, ça va être tout simplement le gris, le beige et le mélange des deux qui est le grey. Donc on en a parlé avant, le noir et le blanc sont des couleurs achromatiques, mais elles ne sont pas des couleurs neutres. L'une étant l'absence de couleur, quant à l'autre, c'est le mélange d'à peu près toutes les couleurs qui peuvent exister. Donc elles ne sont pas tout à fait neutres, même si on peut les utiliser telles quelles. Je le disais un petit peu tout à l'heure, la théorie des couleurs, elle tend donc à associer des couleurs pour obtenir des mélanges le plus doux, le plus harmonieux possible à l'œil. Donc il y a différentes petites choses à maîtriser pour pouvoir s'en servir. C'est pas compliqué, et une fois qu'on a l'habitude de faire la gymnastique, ça vient tout seul en fait. Il n'y a même plus besoin du cercle chromatique, ça se fait automatiquement. Sur notre roue chromatique, on va donc retrouver plusieurs informations. Tout d'abord, on constate que les couleurs sont classées avec couleur chaude, couleur froide, qui c'est plutôt bien délimité. On va aussi retrouver sur notre roue la teinte en elle-même. Alors c'est toutes celles que vous voyez qui sont cerclées de rouge. C'est en fait la teinte pure, puisqu'on ne lui a ajouté ni blanc, ni noir, ni mélange des deux. Donc c'est vraiment la couleur à son état le plus pur possible. On va aussi retrouver les nuances. Donc c'est toutes celles qui là encore sont cerclées de rouge. C'est donc votre teinte de base à laquelle on a ajouté du blanc, progressivement, plus ou moins, pour obtenir quelque chose de plus ou moins clair. Les ombres, quant à elles, vont être cette teinte de base à laquelle on a ajouté du noir. Forcément, ça fonce l'ensemble. Et on va retrouver également les tons, qui sont en fait votre couleur de base additionnée de gris. Donc moi, sur mon cercle chromatique, je n'ai effectivement qu'une ligne de ton, mais effectivement, en fonction de votre mélange de blanc et de noir, vous pouvez obtenir 15, 20, 30, 50 lignes de ton, comme on peut en obtenir autant en ombre et en nuances. Avec tout ça, on retrouve donc forcément sur notre cercle chromatique une espèce d'échelle, va-t-on dire, de la saturation et de l'intensité de la teinte. Donc on va avoir notre teinte pure, qui va être au maximum de sa saturation, va-t-on dire, et en allant vers l'ombrage ou vers la nuance, on va se retrouver avec des teintes de plus en plus désaturées.
Donc ce petit joujou, il va nous servir à créer plusieurs palettes d'harmonie. Là, il en existe. Donc là, il en existe encore pas mal. On va toutes les détailler et je vais vous les expliquer. Je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert et dans quel type de contexte les utiliser. Donc tout d'abord, vous avez la palette monochromique ou en camailleux. Donc on va prendre notre teinte de base à laquelle on va additionner blanc ou noir pour obtenir nuance ou ombre. Et on va travailler uniquement avec ces mélanges-là. Donc en fait, le but du jeu ici, c'est d'utiliser les différents degrés de saturation de votre teinte. Donc ça a l'avantage de créer des visuels assez minimalistes, très simples, très doux et surtout hyper harmonieux. Alors c'est pas très contrasté effectivement, mais ça vous donne quelque chose de vraiment très doux et c'est très agréable à regarder. On va aussi avoir la palette de teintes analogues. Là aussi on peut parler de camailleux puisque c'est un petit peu le même principe. On va se servir de 3, généralement c'est même conseillé d'en utiliser 3 teintes qui sont côte à côte sur votre cercle chromatique. Donc là encore, on va avoir un visuel qui sera très peu contrasté, mais qui sera excessivement harmonieux. Alors sur notre roue chromatique, on va aussi pouvoir identifier ce qu'on appelle les teintes complémentaires. Alors c'est simple, en fait c'est 2 teintes qui sont diamétralement opposées sur votre cercle. Donc pour le rouge, ce sera plutôt un vert ou un bleu. Pour le jaune, ce sera plutôt un violet. Pour le orange, en fonction de l'intensité de votre orange, ce sera plutôt un violet ou un vert. Alors utiliser des teintes opposées dans votre composition, ça va avoir un avantage, c'est que ça va créer un fort contraste. Par contre, il ne faut vraiment pas les utiliser n'importe comment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre votre figurine, la découper à 50%, allez, une partie en violet, une partie en orange, ça va être top. Non, attention, là, vaut mieux privilégier une des 2 teintes, s'en servir d'une comme dominante et d'apporter l'autre en petites touches. C'est vraiment, elle est là pour réveiller la première, pour la mettre en valeur. Elles ne sont pas là pour s'étouffer l'une l'autre. Vous allez donc créer avec ce mélange quelque chose de très contrasté et de très agréable à regarder. On va aussi avoir la palette en triade. Alors ça porte bien son nom, c'est 3 teintes équidistantes sur votre cercle que vous allez utiliser sur votre figurine. Donc là encore, on va choisir une teinte qui sera la dominante de la composition et on va ajouter les 2 autres par petits ajouts successifs. Le but, c'est vraiment pas de noyer la couleur principale sous les 2 autres, mais vraiment de lui apporter quelques petites touches d'éclat par-ci par-là pour donner plus de volume et d'intensité à votre figurine. Donc là, ça va nous permettre de créer une palette très contrastée et très harmonieuse. On va vraiment avoir quelque chose de très sympathique à regarder. On va aussi pouvoir se servir des couleurs complémentaires adjacentes. Donc on a vu tout à l'heure, les couleurs complémentaires sont des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Donc pour obtenir cette palette-ci, donc en 3 couleurs, vous allez prendre votre couleur principale à laquelle vous allez déterminer sa couleur opposée. De chaque côté de sa couleur opposée, une à gauche et une à droite, vous avez une couleur. Et bien ces 2 couleurs qui seront de part et d'autre de votre couleur opposée, ce seront les couleurs à marier avec votre couleur principale. Moi, c'est une technique que j'utilise énormément. Je trouve que c'est la plus harmonieuse, la moins flashy. C'est-à-dire que vous allez, contrairement aux couleurs opposées tout à l'heure, vous allez créer quelque chose de très contrasté, mais d'un peu moins brutal en fait. Ça va être plus doux, ce sera un peu plus harmonieux, un petit peu moins agressif à l'œil. Enfin, on va avoir ce qu'on appelle les palettes tétradiques, qui sont composées de 4 couleurs ou plus. Alors, petit conseil, arrêtez-vous à 5. Après, ça devient un petit peu harlequin, un petit peu sapin de Noël, et ça risque de gâcher un petit peu votre composition. Donc, les palettes tétradiques, moi je me sers de 2 palettes différentes, avec des palettes carrées ou rectangulaires. Donc, carré, forcément, c'est 4 couleurs à équidistance sur votre cercle chromatique, et rectangulaire, bah, c'est le même principe, sauf qu'il y a des côtés un peu plus longs. Donc, comme je vous le disais juste avant, essayez de ne pas mettre plus de 5 couleurs dominante, va-t-on dire, dans votre composition. Que ce soit une figurine, un tableau ou autre, peu importe, le principe reste le même en fait. C'est l'avantage de cette théorie, c'est que elle est valable absolument pour tout, même pour vous habiller le matin. Donc 5 couleurs, c'est évidemment sans les couleurs neutres, le blanc et le noir. Ce que je vous disais, c'est comme ça que je travaille le plus, parce que ça permet effectivement de réchauffer une teinte, de la mettre en valeur, sans l'étouffer avec trop de couleurs autour. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer un peu à la pratique. Donc moi j'ai 2 couleurs que j'aime particulièrement bien, c'est le violet et le orange. Et je vais vous montrer sur plusieurs figurines que en les associant de différentes manières, on n'a pas le même effet. Donc sur la première, j'ai grosso modo fait moite-moite en fait. Voilà, le haut en violet, le bas en orange. Alors c'est vrai que les couleurs sont censées être opposées et se marier très bien ensemble. Par contre, effectivement, je trouve qu'on a un peu un placard de chaque couleur. C'est pas hyper harmonieux à regarder à l'œil. Donc pour mon rapturesque, avec la robe violette, elle aussi, on ne se refait pas.
Au lieu de lui ajouter des détails partout orange et vert pour faire ressortir le violet, j'ai préféré y aller par petites touches. C'est pour ça que seuls ses cheveux sont un peu roux, orange, pour apporter un petit peu de chaleur à la composition. Ses bijoux et les petites fioles sont vertes, histoire d'apporter un peu de contraste là aussi, mais vraiment par petites touches. Et je trouve que la composition est quand même beaucoup plus réussie. Et pour ma figurine du cortège de l'effroi, là encore, je suis partie sur un violet, sur la base de ses vêtements, que j'ai progressivement éclairci à l'orange en mélangeant mon orange à la teinte de base pour créer des dégradés doux. Donc je finis mes éclaircissements en orange, donc ça contraste énormément au niveau des tissus, mais le rendu il est vraiment super chouette. Donc c'est vrai que quand je prends les deux dernières figurines à côté de la première, je me rends compte que ma première figurine au final elle n'est pas très jolie, que l'effet il est pas top. Alors, en plus, je lui ai fait prendre un bain carrément de shade, elle n'est pas terrible. Quand on voit les trois figurines côte à côte, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment déterminer votre couleur principale et lui ajouter les autres par petites touches, par ajouts successifs, sans vouloir en faire trop. Vous avez vraiment votre couleur dominante et le reste c'est vraiment juste pour réveiller, pour donner du peps, du dynamisme à votre figurine. C'est pas là pour noyer les détails en fait sous mille et une couleurs. Alors la théorie des couleurs c'est très bien. Après il faut être conscient que la couleur c'est quelque chose de très personnel. Ça va dépendre énormément de votre culture et de votre histoire. Donc c'est pas parce que votre roue chromatique vous dit qu'il faut associer ces trois couleurs là qu'il faut le faire absolument. Si ça vous plaît pas, si vous préférez remplacer une couleur par une autre, c'est pas interdit. Déjà vous faites absolument ce que vous voulez sur votre figurine. Il faut vraiment considérer plutôt comme un guide que comme une vérité absolue. C'est un peu comme le code des pirates dans Pirates des Caraïbes. C'est plus un guide. Faut pas rester figé devant votre roue. Mince, la composition, je suis censée mettre du vert. Ah, j'aime pas cette couleur, mais ça va pas faire joli ici. Ça peut faire joli même avec une autre couleur. Il faut juste essayer de respecter la couleur dominante et les autres par petits ajouts. Alors j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui, que cette vidéo vous sera utile. Ça fait un petit moment qu'elle était en préparation, mais on va dire que mon état a précipité un petit peu la publication de cette vidéo. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Surtout si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, je répondrai toujours avec un grand plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine.